Voici votre survol rapide sur le chapitre 13 du manuel de secourisme en milieu de travail consacré aux réactions allergiques. Faut savoir qu'au boulot, un simple petit contact avec un insecte, un aliment ou même un produit chimique, ça peut déclencher une urgence médicale mortelle en quelques minutes à peine, d'où l'importance absolue de maîtriser le fameux protocole médical 13. Premièrement, comment on gère une réaction locale ? Si l'allergie reste vraiment ciblée sur une petite zone, genre une piqûre d'insecte, votre job c'est d'abord de retirer le dard s'il est visible. Ensuite, vous appliquez juste de la glace ou une compresse froide pour calmer la douleur et l'enflure. Deuxièmement, il faut être capable de repérer une réaction générale grave, ce qu'on appelle le choc anaphylactique. Concrètement, vérifiez si la personne a été en contact avec un allergène dans les 4 dernières heures. Si oui, guettez les signaux d'alarme. Est-ce qu'il y a une détresse respiratoire, une défaillance circulatoire, ou bien un mix d'au moins 2 signes, comme de l'urticaire, du mal à respirer, une faiblesse extrême ou des troubles gastro-intestinaux. Finalement, c'est quoi l'action vitale pour ces cas graves ? Eh bien, il faut administrer de l'épinéphrine immédiatement et prévenir les urgences, le 911. Et attention, c'est super important, il faut toujours, mais vraiment toujours, faire transporter la personne vers un centre hospitalier, même si son état a l'air de s'améliorer. En bref, face à une réaction allergique, on évalue vite la gravité pour soit appliquer du froid localement, soit injecter de l'épinéphrine d'urgence. Pour approfondir chaque étape vitale de ce protocole et être prêt à réagir, restez avec nous pour notre épisode complet sur ce sujet qui suit à l'instant. Imaginez un peu la scène, juste un instant. On est dans une journée de travail, vraiment tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Un repas inoffensif partagé entre collègues dans la salle de repos, un petit insecte qui bourdonne lors d'une pause à l'extérieur, ou même... Ou même juste le fait d'enfiler une paire de gants en latex. Exactement, juste enfiler des gants pour nettoyer un équipement de routine. Tout semble tout à fait normal. Et soudainement, en l'espace de quelques minutes à peine, cette journée complètement banale bascule dans l'urgence absolue. Ouais, le chaos total. C'est ça. Une personne s'effondre, elle cherche son air, la panique s'installe dans la pièce. Comment le corps humain peut-il, sans le moindre avertissement apparent, se retourner de manière aussi violente contre lui-même ? C'est le genre de scénario qui honte tout le monde en fait. Parce que l'impuissance face à une réaction aussi fulgurante de l'organisme, c'est une sensation terrible. Surtout quand chaque seconde compte double. Comment on réagit avec précision face à T ? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des balises extrêmement claires pour naviguer dans ce chaos-là. Dans le tumulte d'un choc allergique, la panique, c'est vraiment le pire ennemi. La connaissance rigoureuse d'un protocole d'urgence, et surtout la compréhension de la mécanique derrière ce protocole, devient la meilleure bouée de sauvetage. Et c'est exactement l'objectif de notre exploration documentaire d'aujourd'hui. Le but de notre plongée, c'est de transformer quiconque écoute en une personne capable, non seulement de reconnaître une urgence allergique, mais de la gérer avec l'assurance d'un vrai professionnel. Une grille de lecture clinique infaillible. Voilà notre mission. Et pour ce faire, notre analyse s'appuie sur une référence absolue en matière de sécurité. C'est l'édition 2022 du manuel Secourisme en milieu de travail, un document publié par la CNEST. Oui, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail au Québec. C'est l'organisme gouvernemental qui dicte les règles d'or pour protéger les travailleurs. On va se concentrer sur le décortiquage complet de leur chapitre 13. Le fameux chapitre sur la réaction allergique. Avec son célèbre protocole médical 13. D'accord, décortiquons tout cela. Pour commencer, au-delà de l'image classique du petit nez qui coule au printemps, comment on définit réellement ce phénomène au niveau clinique ? On parle souvent de sensibilité exagérée, mais il se passe quoi à l'intérieur ? Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique invisible. Une mécanique presque militaire qui se met en branle. Le système immunitaire, c'est fondamentalement notre ministère de la Défense. Il est conçu pour repérer et détruire des invaseurs dangereux. Des virus, des bactéries ? C'est ça. Mais dans le cas d'une allergie, ce système fait une erreur d'identification monumentale. Il perçoit une substance qui est totalement inoffensive pour la grande majorité des gens, un allergène, comme une menace mortelle. Il panique pour rien finalement. Complètement. Et dès que cette substance pénètre dans l'organisme, le corps déploie un arsenal de défense qui est massif. Des cellules très spécifiques vont libérer des torrents de substances chimiques dans le sang, notamment l'histamine. Histamine, le fameux mot qu'on entend avec les antihistaminiques ? Exact. Et pour donner une image, c'est comme si une armée entière décidait d'utiliser l'artillerie lourde juste pour chasser un simple papillon. Ah ouais, l'image est très parlante. C'est le corps qui s'auto-détruit en essayant de se protéger d'un fantôme. Les dommages collatéraux de cette contre-attaque sont tellement intenses qu'ils finissent par attaquer l'organisme lui-même. C'est ça le vrai danger. C'est fou quand on y pense.
Et ce qui rend le document de la CNEST si pertinent, c'est qu'il structure cette menace-là en répertoriant 5 grandes catégories de déclencheurs. Des choses qu'on retrouve spécifiquement dans nos environnements quotidiens. On peut les passer en revue si on regarde le manuel. Absolument. La première catégorie semble assez évidente. Ce sont les piqûres d'insectes. On pense tout de suite aux abeilles, aux guêpes, aux frelons. C'est le classique des travailleurs en extérieur. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les aliments. Les arachides, les crustacés, les œufs, les noix ou la moutarde. Sachant à quel point on partage de la nourriture au travail lors de réunions ou dans la cafétéria, c'est un risque omniprésent. Tout à fait. Et la troisième catégorie, elle touche aux médicaments. Il y a des réactions très fréquentes à la pénicilline, à l'aspirine ou à certains vaccins. Mais là où la documentation de sécurité au travail prend vraiment tout son sens, c'est avec la quatrième catégorie. Les substances chimiques. C'est ça. C'est un point absolument crucial qui est super souvent ignoré. On a tendance à associer les allergies graves au restaurant ou à la maison. Mais des éléments comme le latex, les agents nettoyants industriels, les solvants... Ou les teintures utilisées en usine ou en salon de coiffure. Oui, ce sont des déclencheurs redoutables. Ce qui veut dire qu'une personne responsable de l'entretien qui change soudainement de marque de désinfectant ou un travailleur à la chaîne qui met un nouveau type de gant peut déclencher cette réponse immunitaire massive. Absolument. L'environnement de travail regorge de composés synthétiques qui peuvent agir comme des allergènes de contact ou d'inhalation. C'est pas juste ce qu'on mange. C'est insidieux. Et pour finir la liste, la cinquième catégorie englobe les substances biologiques. Ça inclut le pollen ou diverses plantes avec lesquelles des travailleurs pourraient interagir. Sans oublier les poils d'animaux. C'est une perspective qui change complètement la façon dont on perçoit notre environnement. Le danger, c'est pas juste une poutre mal fixée ou un plancher glissant. Une particule invisible peut arrêter toute une chaîne de production. C'est la définition même du risque invisible. Mais parlons un peu de la vitesse à laquelle cette armée immunitaire se déploie. Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. On lit souvent que l'anaphylaxie, c'est immédiat. Boum! Mais la chronologie semble être beaucoup plus complexe dans le document. La chronologie est un facteur super déterminant. C'est un point sur lequel le manuel insiste beaucoup. La fenêtre d'intervention peut être extrêmement courte. Les signes d'une réaction générale peuvent se manifester en l'espace de quelques minutes seulement. On parle de combien de temps en général? Souvent en moins de 5 minutes après l'exposition à l'allergène, le système commence déjà à s'effondrer. Dans la vaste majorité des cas cliniques, l'urgence se déclare en moins de 30 minutes, mais... Et il y a un piège? Oui, il y a une exception médicale majeure. L'apparition des symptômes peut parfois s'étendre sur une période allant jusqu'à 12 heures après le contact initial. Attends, 12 heures? C'est un décalage énorme. Oui. Comment c'est physiologiquement possible? Je veux dire, comment une personne peut être exposée à un produit chimique à 9 heures du matin à l'usine et ne faire un choc respiratoire majeur qu'à 21 heures tranquillement assise dans son salon devant la télé? C'est une excellente question. Et ça s'explique par 2 phénomènes distincts. D'abord, il y a le mode d'absorption. Si l'allergène est ingéré, mettons qu'il est mélangé à un repas super lourd, la digestion va ralentir son passage dans la circulation sanguine. Ah ok, la bombe à retardement prend plus de temps à exploser parce qu'elle est coincée dans l'estomac. C'est exactement ça. L'autre phénomène, qui est plus insidieux encore, c'est ce qu'on appelle une réaction biphasique. Biphasique, donc en 2 phases. Oui, la personne subit une première réaction légère qui semble passer. On se dit « ok, c'est contrôlé ». Mais le système immunitaire continue de couver la réponse en arrière-plan. Et des heures plus tard, une deuxième vague de libération d'histamine se produit. Sans aucune nouvelle exposition. Sans aucune nouvelle exposition. Et cette deuxième vague est beaucoup plus violente. C'est pour ça que la vigilance ne doit absolument pas s'arrêter à la fin du quart de travail. C'est un détail majeur. Ça change tout sur la façon dont on doit surveiller un collègue qui a eu un soi-disant petit incident le matin. Complètement. Alors, comment on fait la différence entre une simple gêne passagère et une véritable urgence vitale? Parce qu'on ne va pas appeler les secours chaque fois que quelqu'un éternue en s'entend. Non, c'est sûr. Comment on sépare le signal d'alarme du simple bruit de fond? Il faut diviser les symptômes en 2 camps bien distincts. C'est la base du protocole. D'un côté, il y a la réaction locale. Elle est circonscrite. L'organisme signale une intrusion, mais le champ de bataille reste contenu. Donc ça ressemble pas visuellement. On va observer de la douleur, une rougeur, une sensation de démangeaison, de l'urticaire ou un peu d'eczéma très localisé. S'il s'agit d'une piqûre d'insecte, par exemple, l'enflure va rester au site même de la piqûre. Et pour les allergies respiratoires bénignes? On peut voir des symptômes qui s'apparentent au rhume des foins, des éternuements isolés ou un écoulement nasal. C'est désagréable, mais c'est pas mortel. Exactement, c'est le premier camp. Le problème, j'imagine, c'est quand le champ de bataille s'étend à tout le corps.
Précisément. Et c'est là qu'on entre dans le deuxième camp. Quand la réaction devient générale, on entre dans le territoire du choc anaphylactique. Et là, les signes cliniques changent du tout au tout. Les manuels décrivent ça de façon très détaillée. Oui, les voies respiratoires sont souvent les premières ciblées. On va observer une difficulté très marquée à respirer. Une respiration sifflante ou une véritable détresse respiratoire. Et au niveau digestif? Parce que tu parlais de l'estomac tout à l'heure. Le système digestif possède énormément de récepteurs à l'histamine, donc il peut se contracter violemment. Ça se traduit par des nausées soudaines, des vomissements, de la diarrhée et de très fortes douleurs abdominales. Et visuellement, ça se voit aussi sur le visage, non? Oui, visuellement, on va constater une enflure généralisée, un œdème. Et c'est particulièrement critique si cette enflure touche le visage, les lèvres ou la gorge. Parce que ça obstrue littéralement le passage de l'air. C'est ça, la personne étouffe de l'intérieur. Ce qui m'amène à un point essentiel de la documentation. Elle décrit vraiment avec une précision chirurgicale ce qu'est l'état de choc. Ça permet à un secouriste de lire les signes vitaux de la victime comme un tableau de bord. C'est l'objectif du manuel, oui. On mentionne une peau qui devient très pâle, froide et moite. Le pouce s'accélère dramatiquement. Il devient super rapide mais paradoxalement difficilement perceptible. Et la tension artérielle s'effondre. Mais au-delà de ces paramètres purement médicaux ou techniques, il y a une expression qui revient souvent dans les témoignages et la littérature d'urgence pour décrire ce que ressent la victime. La sensation de mort imminente. Oui, c'est ça. La sensation de mort imminente. Pourquoi le cerveau envoie ce message psychologique si terrifiant? En fait, c'est parce que c'est pas juste une impression psychologique, c'est une traduction directe et mécanique de ce qui se passe dans la tuyauterie du corps humain, si je puis dire. Comment ça? Lors d'un choc anaphylactique massif, l'histamine va provoquer ce qu'on appelle une vasodilatation extrême. En gros, tous les vaisseaux sanguins s'élargissent d'un seul coup. Imaginez un système de plomberie où tous les tuyaux doubleraient de diamètre soudainement. Ah, je vois. La pression de l'eau s'effondrerait d'un coup. Exactement. C'est ce qui arrive à la tension artérielle. Et parce que la pression chute, le sang ne parvient plus à monter efficacement vers le cerveau. Le cerveau manque d'oxygène? Oui, et un cerveau privé d'oxygène déclenche une alarme d'urgence absolue. Cette sensation de mort imminente, c'est littéralement le système nerveux central qui crie qu'il est en train de s'éteindre. C'est effrayant. Et sans intervention, cet effondrement de la tension et la détresse respiratoire mènent tout droit à l'arrêt cardio-respiratoire. C'est inévitable sans traitement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement sur le terrain? La situation est hyper critique, la pression chute, la respiration bloque. Que dicte le fameux protocole médical 13 de la CNSST? Le protocole. Face à un collègue qui s'effondre dans la salle de repos, comment agit un secouriste quand le chronomètre est lancé? La règle numéro 1, c'est que l'intervention ne doit jamais commencer par la précipitation. Ça repose sur des fondations qui sont immuables. La toute première étape, c'est toujours la sécurité. La sécurité du secouriste lui-même. Oui, un secouriste qui se fait piquer par le même nid de guêpe que la victime, il sert à rien. Il faut donc s'assurer de la sécurité des lieux en premier lieu et se protéger. Ensuite vient l'évaluation de base, le fameux LADC. Ah oui, l'ABC. Pour que l'image soit bien claire pour les gens, l'ABC, c'est l'évaluation des voies respiratoires, de la respiration et de la circulation. C'est bien ça, Dion? C'est ça. Airway, breathing, circulation en anglais. On vérifie l'état de conscience, on regarde si la poitrine se soulève, on écoute s'il y a un sifflement. Il y a une consigne très spécifique pour les milieux de travail, n'est-ce pas, s'ils sont plusieurs? Oui, c'est une directive parallèle incontournable. S'il y a plus d'un intervenant sur place, le deuxième ne reste surtout pas à regarder. Il doit immédiatement alerter les services préhospitaliers d'urgence, donc composer le 911. Cette double action d'évaluer et d'alerter en même temps, ça gagne des minutes précieuses. C'est crucial. Une fois que la sécurité est assurée et que les secours sont en route, le secouriste doit prendre une décision. Le manuel présente ça comme un véritable arbre décisionnel. Imaginons d'abord que l'évaluation conclue à une simple réaction locale. D'accord. Disons une piqûre de guêpe sur l'avant-bras d'un travailleur de la construction. Il y a juste une rougeur locale. On fait quoi alors? Là, la procédure est assez simple et mécanique. Si le dard est visible, on le retire très délicatement. Ensuite, on va chercher à apaiser l'inflammation en appliquant du froid. De la glace? Oui, de la glace enveloppée dans un lange, ou une compresse froide instantanée, de la trousse de secours, ou même juste de l'eau bien froide. Ça sert à quoi le froid exactement au niveau physiologique? Le froid va provoquer une vasoconstriction locale. Les vaisseaux se resserrent, ce qui va limiter la propagation du venin dans le sang et soulager la douleur. On surveille la personne, bien sûr, mais on reste dans des premiers soins de base.
Ok, ça c'est le scénario facile. Mais si on bascule du côté sombre de l'arbre décisionnel, la personne gonfle, elle a du mal à respirer, on est dans la réaction générale grave, Le choc anaphylactique. c'est là qu'intervient l'outil principal, j'imagine, l'auto-injecteur d'épinéphrine. L'adrénaline, oui. Les protocoles médicaux sont parfois lourds à lire. Comment le manuel simplifie les critères pour décider de piquer ou non? Parce qu'on ne veut pas donner de l'adrénaline à la légère, mais on veut surtout pas hésiter quand la vie de la personne est en jeu. C'est le grand dilemme. Mais le protocole 13 est justement conçu pour éliminer cette hésitation. L'épinéphrine agit comme l'antidote parfait. Comment elle contre l'histamine? Elle va resserrer les vaisseaux sanguins pour faire remonter la tension artérielle immédiatement et en même temps, elle relâche les muscles des poumons pour rouvrir les voies respiratoires. C'est vraiment le remède miracle de l'urgence. Oui, et pour savoir quand l'utiliser, le secouriste doit juste valider des critères d'inclusion. Pour simplifier la démarche à l'essentiel, voici comment il faut le penser. D'abord, on se pose une question simple. Y a-t-il une forte probabilité de contact récent avec un allergène? Récent, c'est-à-dire dans les 4 dernières heures? C'est ça, dans les 4 dernières heures avec un allergène connu de la personne ou un déclencheur super évident. Et si la réponse est oui, on regarde des symptômes graves. Exactement. Si vous avez ce contact récent et que c'est couplé soit à une détresse respiratoire majeure, soit à une personne qui s'effondre en état de choc circulatoire, c'est un oui automatique. On n'attend pas. Non, on administre l'épinéphrine sur le champ. D'accord. Mais parfois les débuts de réaction sont un peu plus subtils, non? Oui, et le protocole prévoit ça. Si la personne n'est pas encore en détresse respiratoire totale, le manuel demande d'observer une combinaison de signes. Quel genre de combinaison? Si vous avez au moins 2 des éléments suivants, de l'urticaire ou une enflure généralisée, plus des problèmes gastro-intestinaux sévères comme des crampes soudaines ou encore une très grande faiblesse. Ah. Ok, donc on combine peau et digestion ou peau et faiblesse. C'est ça. Cette combinaison de 2 systèmes corporels touchés valide également le recours à l'auto-injecteur. Et en cas de doute sérieux face à une réaction systémique, la littérature médicale est hyper claire. Vaut mieux piquer pour rien. Il vaut toujours mieux administrer l'épinéphrine que de s'abstenir. Toujours. Le message est très clair. Contact récent, plus urgence respiratoire ou circulatoire, ou bien combinaison de signes sur plusieurs systèmes, on sort l'auto-injecteur et on l'administre, généralement principalement dans la cuisse. Oui, dans le muscle de la cuisse. Mais le travail du secouriste s'arrête pas là, j'imagine. Une fois que la dose est donnée, quelles sont les règles de suivi pour garder la victime stable en attendant les ambulanciers? La première chose, c'est d'aider la personne sur le plan physique. Il faut favoriser la position de confort. Si elle a du mal à respirer, on va la laisser généralement assise. Pour dégager les poumons. Oui. Par contre, si elle est en état de choc circulatoire avec la pression dans les talons, on va plutôt l'allonger. Et le secouriste doit revérifier l'ABC continuellement. Toujours surveiller les voies respiratoires et le pouls. Exactement. Et il y a la règle d'or absolue de ce protocole. Laquelle? Toute personne qui a reçu de l'épinéphrine ou qui a fait une réaction systémique doit obligatoirement être transportée vers un centre hospitalier par les services d'urgence. Obligatoirement. Même si elle se sent parfaitement bien 5 minutes après l'injection. Surtout si elle se sent bien. Même si elle veut retourner travailler. On ne la laisse pas faire. C'est là qu'intervient le danger de la fameuse réaction biphasique dont nous parlions tout à l'heure. Le retour de flamme de l'histamine. Exact. L'épinéphrine a une durée de vie relativement courte dans l'organisme. Souvent, ça dure une vingtaine de minutes. Mais l'histamine, elle, est toujours présente et peut revenir en force quand l'adrénaline se dissipe. L'hôpital, c'est vraiment le seul endroit sécuritaire pour surveiller ce rebond. Ok, c'est logique. De plus, le secouriste sur place a un rôle de vigie par rapport au temps. Le protocole comporte des règles de répétition très strictes. Ah, on peut donner une deuxième dose? Oui. Si l'état de la personne se détériore malgré la première injection, on donne une deuxième dose d'épinéphrine après 5 minutes. Et si ça reste pareil? S'il n'y a aucune amélioration, que l'état reste stationnaire mais toujours inquiétant, on attend 10 minutes avant de réadministrer. Ce niveau de précision est incroyable. Et ça enlève un poids énorme. Ça enlève le fardeau de la décision émotionnelle des épaules du secouriste. Il y a aussi une mention dans les protocoles concernant l'oxygène, je crois. Oui, l'oxygène médical. C'est souvent vu comme la solution miracle dans les films ou les séries d'urgence. On met le masque et paf! L'oxygène, c'est effectivement un outil formidable pour pallier le manque d'oxygénation causé par la détresse respiratoire. Mais l'annexe 6 de la réglementation de la CNSST indique que s'il y a de l'oxygène disponible sur le lieu de travail, il peut être administré. Mais attention, c'est pas un jouet. J'imagine qu'il faut être formé.
Oui, il y a une condition stricte. Le secouriste doit avoir suivi une formation complémentaire spécifique sur l'oxygénothérapie. L'administration d'un gaz médical sous pression exige de la compétence technique. On n'improvise pas avec des bonbonnes d'oxygène. Surtout pas. Si on a la formation, on l'utilise. Sinon, on s'en tient à l'épinéphrine et à l'ABC. C'est le gros bon sens. On ne veut pas ajouter une erreur de manipulation à une crise médicale. Ce voyage à travers le chapitre 13 du manuel de secourisme nous montre vraiment que l'anarchie d'un corps en crise peut être maîtrisée par l'ordre d'un protocole bien assimilé. C'est la force de ces manuels. En acquérant cette grille de lecture clinique, quiconque écoute aujourd'hui possède la capacité de faire la différence entre un léger inconfort et le début d'une urgence vitale. Comprendre pourquoi la pression chute, pourquoi le temps est compté, et comment lire l'arbre décisionnel, c'est ça qui permet d'agir de façon décisive plutôt que de figer devant l'inconnu. Et c'est tellement crucial de réaliser la portée de ces connaissances-là. L'expertise que nous venons de décortiquer ne s'arrête pas au moment où on poinçonne sa carte de sortie au travail. C'est vraiment une compétence de vie universelle. Ça sert partout. Oui, être capable d'identifier les signaux de détresse respiratoire ou circulatoire dans les 5 premières minutes fatidiques, c'est presque un super pouvoir. Cette situation d'urgence pourrait se dérouler avec un collègue, oui, mais ça pourrait tout aussi bien arriver lors d'un repas de famille ou face à un inconnu dans le métro. La biologie humaine réagit de la même manière, peu importe le code postal. Absolument. Le rôle de premier répondant, c'est une responsabilité civique globale. Bien au-delà du cadre professionnel. Complètement. Et ça soulève d'ailleurs une question très importante. Un angle mort qui est fascinant quand on réfléchit à l'évolution de ces protocoles de sécurité dans le temps. Ah oui. Tu penses à quoi? On a parlé des 5 catégories d'allergènes classiques recensées dans le manuel actuel. Mais si on relie cela à la vue d'ensemble, avec les changements climatiques et la mondialisation, le tableau des allergies est en train de se métamorphoser rapidement. De quelle façon, juste? Tu veux dire que de nouveaux allergènes font leur apparition là où on ne les attendait pas? Exactement. Le réchauffement climatique modifie agressivement les habitats naturels. Des espèces d'insectes, des plantes ou des champignons qui étaient avant confinés à des climats beaucoup plus chauds migrent aujourd'hui vers le nord. Et ils s'installent chez nous. Oui, dans des zones industrielles, des chantiers forestiers ou des environnements agricoles qui ne les avaient jamais côtoyés auparavant. T'as un exemple en tête? Oui, pensons par exemple à certaines espèces de tiques. Leur morsure peut soudainement provoquer une grave allergie alimentaire à la viande rouge. À la viande rouge? Oui, Juste à cause d'une tique? oui, on appelle ça le syndrome alpha-gal. Un concept qui aurait semblé relever de la pure science-fiction pour un secouriste il y a 20 ans. Et aujourd'hui, c'est une réalité montante. Waouh! C'est une matière à réflexion captivante. Ça signifie au fond que la liste des dangers invisibles dans notre environnement, et particulièrement sur nos lieux de travail, elle n'est pas statique du tout. Non, la nature elle-même redessine la carte des risques en permanence. Le chapitre 13 devra donc probablement s'adapter en continu pour intégrer des menaces biologiques que nous ne connaissons même pas encore dans nos régions. C'est une perspective qui nous rappelle l'immense capacité d'adaptation du corps humain, mais aussi l'impératif absolu de garder nos connaissances en secourisme à jour. Une évolution constante, oui, pour faire face à un monde microscopique qui est en perpétuel mouvement. Eh bien, sur cette réflexion fascinante qui nous invite à rester très vigilants, merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur du protocole 13. Prenez soin de vous et ouvrez l'œil. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.